Bonjour à tous, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Le sujet qu'on va traiter, c'est la question de l'économie d'énergie et de comment finalement mieux gérer pour économiser. Alors si on regarde aujourd'hui les maîtres mots de notre grand schéma dans la transition énergétique, il faut décarboner, il faut rester compétitif et il faut faire attention au budget. Alors, plusieurs choses semblent assez difficiles et peut-être incompatibles, mais il y a des incompatibilités court terme et des incompatibilités long terme. Certainement, une chose qui reste, c'est l'économie d'énergie et quelque chose qui reste central parce que on pourra peut-être arriver à baisser, comme dans certains pays, l'énergie à un niveau très bas, l'électricité à un niveau très bas, mais on a toujours un coût. Et si on peut l'économiser, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc aujourd'hui, j'ai 3 partenaires avec moi qui vont vous expliquer comment finalement ce marché de la performance énergétique et du management de l'énergie fonctionne. Donc je donnerai tout d'abord la parole à Anne-Sonia pour se présenter et pour indiquer comment vous intervenez sur ce segment-là et peut-être nous donner quelques exemples ou un exemple concret. Bonjour, Anne-Sonia Provence, je travaille pour Engie Solutions sur le site du CEA de Grenoble. Donc le CEA de Grenoble est notre client et il nous a confié pour de nombreuses années la production d'énergie pour faire fonctionner les salles blanches de microélectronique, donc qui ont besoin beaucoup d'énergie frigorifique, calorifique, des gaz vecteurs, d'air comprimé, d'eau ultra pure, d'eau traitée, enfin tout un tas d'énergie et de fluides que Engie produit 24 heures sur 24 sur le site du CEA. Et dans ce cadre, et dans un but premier d'économiser de l'argent et de l'énergie, nous avons mis en place un système de management de l'énergie pour optimiser toutes nos consommations d'énergie primaire sur les équipements de production. Ça s'est concrétisé l'année dernière par l'obtention de la norme ISO 50001, d'ailleurs. Et concrètement, tous les jours, ça passe par de la collecte de données, d'analyse des équipements, des consommations électriques, qui sont la principale source d'énergie primaire pour nous, et mise en place d'actions très concrètes qui peuvent être des régulations, des cascades de production, des choix d'équipements plus performants, des pompes à chaleur haute performance ou autres, et de la sensibilisation des équipes, des techniciens sur site qui, eux, font de la maintenance et opèrent tous les équipements. Et Anne-Sonia, ce sont des actifs en une sorte de test. C'est un projet pilote. Ce fut un projet pilote il y a 15 ans quand on a gagné le contrat. Donc on était un peu sur ce mode-là. Et au fur et à mesure, la preuve a été faite que ça marche. Les réductions d'énergie ont lieu toutes les années. Donc je fais moi-même les bilans et ça marche bien. Donc on décarbone, on réduit les coûts et on reste sur ce modèle-là maintenant. Donc ce n'est plus vraiment une innovation, mais on est sur une routine que l'entreprise sait bien gérer maintenant. Et on essaye de dupliquer sur d'autres contrats ce modèle de production d'énergie et d'efficacité énergétique de système de management pour réduire les coûts, soit pour nous, soit pour notre client. Et alors, est-ce que ça veut dire que aussi vous remplacez des éléments, vous transformez, vous mettez des éléments plus puissants, c'est-à-dire que vous faites une adaptation constante et si c'est le cas ensuite, dans le pilotage, qu'est-ce que vous remarquez sur 15 ans en termes de valeur parce qu'évidemment, il y a des investissements, il y a du CAPEX qu'il faut investir, mais il y a aussi une performance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire qui ne soit pas confidentiel ? Oui, tout à fait. Depuis que moi je travaille sur le site, c'est-à-dire une dizaine d'années, j'ai proposé des changements de compresseurs d'air en particulier. Donc de nouveaux compresseurs qui remplacent des vieux, si on peut parler comme ça. Donc il faut prouver que les rendements sont les meilleurs, donc prouver ça à nos dirigeants. Ça a été et c'est le même combat pour les groupes frigorifiques. Donc on ajoute et on remplace de nombreux équipements
à haute performance, donc ça implique forcément des capex, on est bien d'accord. Mais par contre, les retours en termes de gains énergétiques compensent en quelques années. Alors, je ne vais pas vous faire le détail des calculs, mais on a un vrai gain sur notre consommation d'énergie primaire. Donc, ce n'est pas forcément un frein de mettre de nouveaux équipements si on arrive à prouver les gains qu'on peut faire. Et est-ce que vous calculez également le bilan carbone de ce que vous faites? Oui. Depuis quelques temps, on m'a demandé d'ajouter une ligne dans le fichier Excel de tonnes équivalent CO2 économisées par année. Donc on fait ça, on le valorise auprès de nos clients. Donc oui, c'est quelque chose qu'on fait. Ce qui est aussi important pour les industriels ou les personnes qui souhaitent entrer sur ce segment d'activité, c'est de savoir finalement, c'est ce qui manque souvent, et c'est ce qui manque également, ensuite on le verra sur la question tiers investissement, pour pouvoir déterminer quel est l'historique et les données. Est-ce que finalement ce type de projet vous permet de réaliser que sur un certain type d'actifs, on aura à peu près partout la même performance, ou est-ce que les choses sont plus compliquées ? C'est pas forcément plus compliqué. L'expérience et l'historique qu'on a sur notre site nous permet de connaître parfaitement le fonctionnement de machines et de parcs de machines, et nous permet en fait de dupliquer ça sur d'autres contrats, d'autres offres commerciales, et qui nous permettent en fait d'obtenir le contrat face à des concurrents, parce qu'on a toute cette expérience, cet historique de fonctionnement, de rendement, de retour sur investissement par rapport à des économies d'énergie qui sont réelles. D'accord. Et est-ce qu'il y a une corrélation entre la taille de l'actif et la performance, le coût, etc., ou pas nécessairement? Il y en a forcément une. Plus l'actif de production est gros, plus le coût a tendance à réduire. Alors après, c'est pas écrit dans le marbre, hein, ça c'est ce qu'on observe le plus souvent. Il peut arriver qu'un équipement plus petit ne soit pas forcément plus cher, à l'inverse. Donc ça, c'est effectivement le cas. Après, un équipement plus cher n'est pas forcément plus performant. La performance ne dépend pas forcément de la taille, de la puissance ou des débits mis en jeu. Et quels sont les sujets de discussion principaux que vous avez avec les acheteurs de cette performance ? Alors avec les acheteurs, donc le problème c'est que les acheteurs ont souvent des contrats cadres, doivent respecter certains sous-traitants, prestataires, etc. Donc il faut parfois faire comprendre qu'une machine, elle est peut-être plus chère, mais dans 4 ans, on aura largement notre retour sur investissement. Et il faut aussi leur faire comprendre que parfois il y a des startups qui proposent de nouveaux équipements. Je pense notamment, on va tester un groupe frigorifique à eau avec le fluide frigorigène étant de l'eau. Donc on veut partir avec un peu une start-up qui nous a proposé ça avec des super rendements, et on a dit go, on y va. Par contre, il faut que les acheteurs soient d'accord. Donc, surtout dans des grands groupes comme le nôtre, c'est pas forcément évident. Peut-être une dernière question. Et l'IA dans tout ça, est-ce que ça va faciliter le management de l'énergie ? J'ai envie de dire non, sinon j'ai plus de travail. Je pense qu'on peut trouver des algorithmes à demander à l'intelligence artificielle sur, je pense à des régulations d'équipements, pourquoi pas. Après, sur un site comme le mien, où on doit produire quand même 24 heures sur 24, je pense que la présence humaine, la vérification qu'il n'y a pas d'autres perturbations sur les autres process des actions qu'on a eues est très importante. Donc l'IA, on l'utilise encore très peu, et je pense que ça va continuer comme ça. Merci beaucoup. Donc, on a cette perspective finalement de la production de cette solution. Je me tourne vers Thibaut, parce que Thibaut, vous êtes acheteur. C'est quoi Equinix ? Pas de souci. Désolé, Equinix. D'accord. Donc Equinix, c'est le leader mondial des data centers. Donc c'est un groupe américain. On est implanté sur 6 continents, 36 pays, 71 métropoles.
on a plus de 250 data centers. Donc ici, je vous ai mis une petite présentation parce que beaucoup d'entre vous ne savent pas ce que c'est qu'un data center. C'est vraiment un bâtiment où vous allez retrouver tout ce qui est production de froid. Donc on aura des productions de froid avec gros froid, 1 méga, 500 kW, donc là j'y reviendrai là-dessus. On a des transformateurs, on a tous les équipements qu'on peut retrouver donc, sur les sites industriels, donc c'est la même chose, mais on est considéré comme du tertiaire. Voilà. Réglementairement, c'est quelque chose comme ça. Ce que vous allez aussi retrouver dans un data center, c'est tout ce qui est connectivité. Donc les fibres, c'est tous les réseaux pour, on va dire, envoyer les données d'un endroit à un autre. Et donc c'est ça qu'on récupère dans le data center pour interconnecter tous nos clients. Donc dans un data center, on peut avoir un client, donc notamment les GAFAM, mais on peut avoir une centaine de clients. Donc un data center en colocation, c'est typiquement ça. C'est une réunion en fait de plein de participants pour créer un écosystème. Et c'est ce que Equinix propose. Ce qui nous intéresse aussi, c'est un peu la même chose. Donc on a des salles blanches, on ne les considère pas comme des salles blanches, mais c'est les data halls. C'est donc là où on a donc les racks informatiques. Donc c'est des équipements de 3, 5, voire plus kilowatts. Donc c'est les baies informatiques que vous pouvez trouver. C'est l'équivalent d'un ordinateur, mais on va dire beaucoup plus consommateur. Et nous, en tant qu'Equinix, on doit maintenir des températures et des SLA, donc aussi d'hygrométrie, pour nos clients. Et c'est ça notre travail, c'est construire et exploiter les data centers. C'est un gros réfrigérateur? C'est ça, c'est une boîte noire où on a des données et nous, notre travail, c'est de refroidir, principalement. D'accord. Et donc, est-ce que, alors, les data centers, on le sait tous, ça consomme énormément d'énergie, de refroidissement, etc. Est-ce que c'est finalement les outils de cette performance sont relativement importants, coûteux, et quel type d'outils vous utilisez? Donc typiquement, on utilise aussi l'ISO 50001. Donc l'ISO 50001, c'est la norme de management de l'énergie. C'est le BABA. Dans tout ce qu'on veut faire, que ce soit les data centers ou dans toute entreprise, on se doit d'utiliser donc la norme ISO 50001. Donc c'est bien si le CEA vient d'être certifié. Ça ne veut pas dire qu'une entreprise ne fait pas du management de l'énergie. Simplement, la norme, c'est un standard qui permet de déployer des donc PDCA, donc la roue d'aiming. C'est on planifie, on déploie, on vérifie si c'est bon et on continue dans la même démarche. Donc c'est simplement, si une entreprise, elle consomme beaucoup, le but c'est comment elle va arriver à réduire. Et donc là, nous, côté Equinix, on a 10 data centers en France qui sont implantés dans la région parisienne. Chaque data center a son indicateur. Chaque site consomme plus ou moins bien, on va dire, en fonction de l'année de construction, en fonction des solutions qui ont déjà été déployées. Donc l'indicateur phare au niveau des data centers, c'est le PUE, donc Power Usage Effectiveness. Concrètement, c'est l'efficacité même du data center au global. Par contre, le PUE, c'est global. Ça veut dire qu'on n'a pas d'indicateur spécifique sur la production d'eau glacée en prenant le PUE. C'est là où on a d'autres indicateurs qu'on déploie. Donc chaque usage, chaque équipement va avoir des données reportées sur une BMS, donc GTC ou GTB, qui nous permet de suivre en direct les dérives, les consommations. Et nous, notre travail au sein d'Equinix, donc ce que je fais, c'est suivre ces données, travailler avec les équipes sites pour essayer d'optimiser tout ce qui est dérive. Et pour ça, on utilise l'IPMVP. Donc c'est un protocole qui va être présenté peut-être un peu mieux par Sébastien. On modélise en fait la consommation du data center. Toute dérive est analysée et après on va mettre en place des actions. Donc voilà ce qu'on fait au niveau d'un data center. Et vous arrivez à économiser combien en pourcentage à peu près selon les data centers? Un data center sans aucun équipement et vous installez, puisqu'ils sont assez standardisés ces data centers. Ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le data center, on a des data centers de 10 MW par exemple. 10 MW IT, c'est 10 MW de capacité côté client. Et ces 10 MW, c'est, comme je vous le disais, on peut avoir un client qui arrive jusqu'à 80-90% de charge et d'autres sites où on a typiquement 20, 30, 50 clients. Donc on a une phase en fait de montée en charge et notre travail c'est d'optimiser donc le nombre de gros froids, le nombre d'équipements UPS, etc. pour optimiser au mieux la consommation. Une fois qu'on est stable, c'est là on rentre dans une phase de planification pluriannuelle
où on aura donc des remplacements d'équipements, groupe froid. Nous, là, principalement, c'est des groupes froids. Groupe froid et recycleur d'air. Donc vraiment, ça va être ça. C'est chaque équipement va être dédié. Et donc, je vous montrerai après. Mais on a un planning où on déploie les bonnes pratiques. On fait des POC, donc des tests. Si c'est bien, on peut le déployer plus ou moins copier-coller sur d'autres sites. Si c'est pas assez pertinent, on va juste le faire sur ce site-là et on va trouver une solution plus pertinente sur d'autres sites. D'accord, donc quand vous contractualisez avec vos clients, vous leur dites pas ça sera 10 ou 20% d'économie d'énergie, vous faites les études préalables, mais au moment où ils s'engagent finalement sur les dépenses, ils savent à peu près à combien ils vont arriver. Et voilà, j'imagine que c'est ça. Et sinon, si par exemple c'est 10%, est-ce qu'ils y vont quand même? La différence par rapport à mes deux collègues ici, c'est que je suis en interne d'Equinix. On investit nous-mêmes. C'est nous qui avons les CAPEX. Donc c'est en interne qu'on fait les retours sur investissement. Les clients sont là plus pour avoir les biens informatiques en salle. Et on va plus leur fournir ces résultats. L'année dernière, on a fait plus de 5% d'économie sur nos data centers, sur la globalité de la France. 5%, c'est plus de 8000 mégawattheures d'économie. Donc voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les anciens data centers, c'était des sites de 3-4 mégawatts. Les nouveaux data centers, avec notamment l'IA qui arrive, on arrive à du 10, 12, 15 mégawatts IT. Donc 15 mégawatts clients, donc c'est pour ça qu'on parle de sites industriels, même si on n'est pas considéré comme tel actuellement. Et si on parle rapidement d'IA, on aura des sites qui peuvent être déployés où ça sera du 200, 300 mégawatts. C'est ça la perspective d'évolution des data centers. Donc vous n'avez pas de garantie à apporter dans votre modèle, vraiment. C'est en interne. C'est on en fait un interne. retour sur Vous êtes investissement. obligé de faire un reporting interne parce que Voilà, ce sont c'est des sociétés différentes, etc. Et par rapport au scope 2, scope 3, justement, et l'émission carbone, où est-ce que vous en êtes sur ça? Sur ça, donc Sur la réduction. Donc Scope 3, c'est plus une équipe globale aux États-Unis qui travaille dessus. Et nous, on va travailler sur Scope 1 et 2. Scope 1, ce qui est simple, c'est donc sur les groupes électrogènes. Ce que je peux mettre ici. On a des groupes électrogènes. Donc Scope 1, c'est comment réduire donc, en utilisant du HVO. Donc un biofuel qui va impacter un peu moins lors de la production du fuel. Et donc d'un point de vue CO2, va impacter plus ou moins de la même manière au niveau de la combustion, mais aura moins d'impact sur l'environnement global. Et après, on a donc pareil les solutions d'utilisation de fluides frigorigènes avec de l'eau. Ça n'a pas encore été validé en interne, mais c'est des solutions qu'on regarde avec Time for the Planet notamment, qui pousse aussi des sujets. Mon rôle, c'est aussi d'aller voir les solutions innovantes et de pousser en interne sur un groupe américain qui a des standards. Et forcément, un standard, c'est on déploie telle ou telle chose. Donc là, on vient chercher des solutions innovantes françaises ou avec des entreprises, que ce soit avec Engie, avec Dalkia ou des entreprises qui peuvent nous proposer des solutions innovantes. Et on va déployer ces proof of concept. D'accord. Vous travaillez aussi sur des solutions innovantes vous-même avec les bureaux d'études d'Engie ou d'autres? C'est ça. C'est remplacer un gros froid, c'est simple. C'est du plug and play. Mais remplacer un gros froid qui est plus efficace avec peut-être de la récupération de chaleur, avec un système où on profite de l'investissement global de remplacer tous les gros froids, on va peut-être profiter pour optimiser globalement les installations. Et c'est là où j'en viens avec cette solution-là. Tous les data centers qu'on avait avant 2018, on avait des gros froids. Les solutions après 2018, c'est d'utiliser des cooling towers. Donc des tours soit avec de l'eau, donc forcément on va consommer plus d'eau, mais on va réduire fortement la consommation électrique. Et on aura donc ces deux différences, avant 2018, après 2018, ce genre de technologie-là. Donc quand on fait du rétrofit d'équipements sur les anciens sites, c'est est-ce qu'on peut déployer les nouvelles pratiques qui sont plus performantes d'un point de vue énergétique. Donc ça va être ça qu'on va voir. Et l'autre point, c'est dans la salle IT, donc les data halls. Qu'est-ce qu'on va avoir? C'est le refroidissement à air. Donc on a des couloirs en fait de baies informatiques. On refroidit dans cette zone-là et on refroidit avec de l'air. Donc c'est des flux d'air, donc c'est des recycleurs d'air. Les nouvelles technologies qui arrivent, notamment avec l'IA, c'est du refroidissement en liquid cooling. Donc des nouvelles technologies qui nous permettent soit de faire du rétrofit sur les anciens bâtiments aussi, et ça nous amène à la suite, qui est la récupération de chaleur. Récupération de chaleur, qu'est-ce qu'on a? On a des températures d'eau glacée qui étaient entre 12 et 19 degrés. Ça, c'était le régime d'eau glacée au niveau de nos gros froids. Ce qu'on a maintenant sur les nouvelles technologies, c'est du 22-30.
Donc les data centers peuvent maintenant déployer de la récupération de chaleur. Ce qui était quelque chose qui était bloqué parce qu'on ne pouvait pas s'interfacer avec des pompes à chaleur. Et c'est typiquement le sujet, c'est la rehausse des températures dans les data centers, l'optimisation énergétique qui est liée à ça, et la possibilité de faire de la récupération de chaleur. Et c'était le dernier slide que j'avais prévu sur ça. Voilà. On fait de la récupération de chaleur. On a réussi à déployer cette technologie, notamment sur PA10, donc un site à Saint-Denis. On s'est raccordé à la piscine olympique. On va aussi alimenter en chaleur une zone au niveau de Saint-Denis. Et on a aussi mis en place une serre qui nous a permis au sein même du data center, qui nous a permis de faire 400 kg de fruits et légumes qui sont après distribués au niveau de la communauté. Donc voilà, toutes les nouvelles technologies, c'est ce qui nous amène à améliorer chaque année nos sites, soit en faisant du retrofit, soit en faisant du fine-tuning. Et le fine-tuning, c'est ce que je disais par rapport à l'IPMVP et l'amélioration continue qu'on a. D'accord. Alors, même question. L'IA, vous l'utilisez ou vous l'utiliserez? J'ai l'impression que c'est une question difficile. Moi, je ne l'utilise pas plus que ça. Je réduis au maximum mon utilité. J'ai des collègues qui l'utilisent pour tout et n'importe quoi. Et dans la salle, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'IA, et même quand on parle d'énergie 4.0 avec la GTB et l'optimisation, on va créer des données. Et on va les stocker où? On va les stocker dans les data centers. Donc la problématique, c'est si un data center n'est pas efficace, tout l'usage de l'IA, c'est beaucoup de consommation au niveau même du processeur et beaucoup de consommation au niveau du refroidissement. Donc ce qu'Equinix propose, c'est optimiser les data centers sur cette partie-là qu'on contrôle, et la partie informatique, les process, etc., c'est là où c'est plus nos clients, les GAFAM ou autres, qui vont essayer d'optimiser cette partie-là dans la consommation globale d'IA. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser l'IA pour faire du prédictif et de l'amélioration continue, soit pour limiter les pannes, donc détecter les dérives, techniques pour éviter des incidents, et sinon, pour l'optimisation énergétique, ça peut être utile. Après, c'est là où notre travail est important, c'est dans tous les cas, si on n'a pas les bonnes données, si on n'a pas la bonne connaissance de ce qu'il y a derrière ces données et comment l'optimiser, ça ne sert à rien. Donc c'est toujours une connaissance humaine des installations qui est importante. Merci. Et peut-être une dernière question à tous les deux, parce qu'on a abordé un petit peu indirectement, c'est la question de l'obsolescence. Parce que finalement, vous pouvez avoir certains actifs que vous installez sur les data centers ou les sites qui finalement peuvent avoir une durée de vie d'un certain nombre d'années, mais qui sont obsolescents par une nouvelle technologie, etc. Comment vous gérez cette obsolescence ? Pour notre site, les groupes obsolètes, je pense aux groupes froids parce que c'est une grosse production sur nos sites, deviennent des groupes de secours au cas où on en ait besoin, en attendant qu'on ait des budgets pour les remplacer. En général, on essaye quand même d'aller jusqu'à la fin de vie de nos équipements en les mettant en dernière position dans des priorités de fonctionnement. Et ensuite, ça passe par trouver le budget, trouver le CAPEX, etc. Donc la gestion de l'obsolescence, ça reste encore un sujet, je pense, à optimiser, à travailler pour peut-être anticiper les fins de vie qui, en fait, nous consomment énormément d'énergie quand les équipements fonctionnent. Nous, c'est à peu près pareil. La seule différence, c'est on va plus le prendre comme une opportunité. Donc un gros froid qui a été déployé à 10-15 ans, il aura des fluides frigorigènes qui sont mauvais pour l'environnement. Donc on a de toute façon une limitation dans quelques années. Donc c'est une opportunité sur ça. Il a été designé à des températures de 36 degrés ou 32 degrés extérieurs. On a pu voir à peine il y a 2 ans des températures au niveau de nos gros froids à 42 degrés. Donc forcément c'est risque de panne, risque de défaillance technique et d'optimisation nécessaire. Parce que si on a designé un équipement à 36 degrés, il va consommer peut-être 1 à 2 fois plus qu'un autre équipement qui est designé à 45 degrés, qui a les nouvelles technologies. Donc c'est plus des opportunités. Après, on attend le maximum pour rester dans entre 15 et 20 ans. C'est à peu près la durée de vie de nos équipements côté gros froid. Pareil sur les recycleurs.
Pareil sur les UPS. Les UPS, pareil, les nouvelles technologies vont permettre de toucher quelque chose qu'on ne touchait pas au data center. C'est au bout de 15 ans, 20 ans, on va fortement baisser les pertes qu'on a au niveau des data centers. Ce que j'ai oublié de préciser, si on a 10 MW IT, on a 10 MW qui sont alimentés par des onduleurs. Donc, plus on est efficace au niveau de la distribution électrique, plus on est efficace de base. Et après, on a plus la partie fine-tuning qu'on a au niveau de la production d'eau glacée. Merci beaucoup. Alors, Sébastien, c'est une autre perspective parce que vous concentrez aussi sur ces sujets-là, mais sur les sujets de garantie de tiers investissement. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites chez Acciona? Oui, merci. Écoutez, chez Acciona, on va répondre aux besoins de clients qui ont différentes maturités et connaissances énergétiques. Là, on a deux exemples à travers Equinix et à travers Engie et CEA de consommateurs finaux qui sont extrêmement matures, qui maîtrisent leur énergie. Ce n'est pas tous les consommateurs finaux qui sont comme ça, malheureusement. Heureusement pour nous, parce que ça nous donne du travail aussi, c'est important. Mais blague à part, c'est important de pouvoir, lorsqu'on parle d'énergie management, de parler de suivre une trame, de définir des différentes étapes pour que ça puisse s'adapter en fait à la maturité, à la connaissance énergétique du consommateur final. Et donc c'est là où nous, on va intervenir pour accompagner le consommateur final, pour s'adapter à lui et respecter les différentes étapes. Finalement, à nouveau dans ces deux exemples, on a vu la dernière étape ultime, le système de management de l'énergie, le SME. Mais avant cette étape-là, il y en a d'autres. Il y a l'audit énergétique, où on va venir identifier les postes de consommation. Ensuite, des études spécifiques, où on va faire des études de dimensionnement ou définir un plan de comptage. Et c'est là où on va rentrer dans un détail, où on va définir des IPE, des indicateurs de performance énergétique. Peut-être ça parle à certains d'entre vous ici. Et c'est là où on va voir où sont les postes de consommation, d'accord, et y apporter des corrections. Et c'est là où on va déterminer si on va investir ou pas. Une fois qu'on a investi, on va venir vérifier en fait l'efficacité de l'investissement au travers d'un protocole IPMVP. Donc c'est un protocole qui vient vérifier que l'équipement qui est installé correspond bien en fait, et respecte bien les consommations et les économies d'énergie qu'on a mis en place. Ça c'est surtout dans l'industrie. Alors Equinix, c'est un industriel tertiaire industriel, on prend dans le sens qu'on veut, et donc on va mettre de l'IPMVP. Sinon des consommateurs tertiaires, on va plus parler de commissioning avec de la labellisation par exemple, du BRIMS, du LEED, HQE, etc. Et puis l'ultime étape, vraiment, c'est la mise en place du système de management de l'énergie, qui soit certifié 50001 ou pas d'ailleurs, peu importe. Mais s'il y a un SME, c'est-à-dire qu'on est capable de déterminer où est-ce qu'on consomme et où sont nos puits ou nos capacités d'économie d'énergie. Voilà, c'est là où c'est extrêmement important. Et puis, finalement, une fois qu'on a mis en place l'énergie management, ça va permettre au consommateur final de prioriser ses investissements et de voir où il doit investir pour économiser ou améliorer sa performance énergétique. Face à ça, il y a des leviers de financement qui sont extrêmement importants. Des leviers de financement que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent dans cette salle, des aides publiques comme le Fonds Chaleur, qui va travailler la chaleur fatale, la décarbe Inde, d'ailleurs il y a un guichet demain, le 15 mai, dans les starting blocks, la décarbe flash, qui va être de nouveau un nouveau guichet, donc qui, de par leur nom, vous voyez bien, c'est pour décarboner les consommateurs industriels. Donc ça, c'est des aides publiques. Ensuite, vous avez d'autres leviers, le dispositif des certificats d'économie d'énergie, plus communément appelé le C2E, et enfin, le CPE, le contrat de performance énergétique, qui est un levier assez important. Alors pourquoi c'est un levier, le CPE, en termes de financement? C'est intéressant d'expliquer parce que c'est un contrat, un CPE, c'est un contrat par lequel on va apporter de la performance à un client, mais en quoi c'est une sorte de financement? C'est une sorte de financement parce qu'il y a un tiers investisseur qui vient sur site et qui va investir à la place du consommateur final sur l'équipement sur lequel on va travailler, on va faire l'installation ou en tout cas on va investir. Donc on va remplacer un ancien groupe froid qui est obsolète ou il faut changer le fluide et on va nous venir investir en tant que tiers investisseur sur ce groupe froid et y apporter toutes les optimisations utiles au process ou aux consommations du site en faisant de la récup de chaleur par exemple. Voilà, donc nous le tiers investisseur va venir investir et il va s'engager sur une performance. Donc il y a un engagement de performance énergétique et une rémunération qui est fixée en fonction de cette performance. Donc s'il n'y a pas de performance, il n'y a pas de rémunération. Et l'intérêt derrière, c'est que le consommateur final
n'utilise pas son CAPEX pour faire des économies d'énergie, pour améliorer sa performance énergétique, mais utilise pour investir dans sa propre entreprise, tout simplement. Voilà, c'est ça l'intérêt du CPE. Et alors, qui prend le risque? Si par exemple, finalement, le design de la centrale n'a pas été fait correctement et qu'il n'y a pas de performance. Donc, c'est finalement le tiers investisseur qui a investi et qui perdra l'ensemble de ses investissements et pas l'industriel. Il n'y a pas du tout de partage. Alors, moi aussi un petit peu quand même, sinon mais bon, et le gros de l'enjeu, effectivement, quand même, c'est le tiers investisseur qui prend tous les enjeux, qui s'engage sur une performance énergétique, qui va mettre l'argent dans le CAPEX, mais aussi dans l'OPEX. Ça, c'est important. C'est que pendant toute la durée de vie du contrat, le client ne dépense pas un euro en lien avec dans cette capacité. Et donc, même la maintenance est prise en charge. Okay, donc s'il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de rémunération. Donc effectivement, celui qui prend le risque, c'est le tiers investisseur. Par contre, le consommateur aussi, il prend un risque finalement. Si le design n'est pas bon ou la performance n'est pas correcte, eh ben, il va continuer de consommer autant. Ou peut-être même plus. Là, ça serait le worst case. Ça serait vraiment pire. Là, on ne met plus un pied chez le client, clairement. Mais c'est un risque, clairement. Ou typiquement, si on est sur un équipement qui travaille sur le process, ça peut mettre aussi en risque le process industriel ou le process de service d'un tiers qui livre un service en tant que tertiaire. Ça met en risque son métier en lui-même. Donc il faut s'associer avec le bon partenaire qui a la bonne matière grise, qui a dimensionné correctement et qui va respecter aussi les enjeux du site. Oui, parce qu'il y a un peu ces deux modèles. Soit le client ne prend lui-même, n'a aucune garantie, mais dans ce cas-là, évidemment, on ne va pas lui demander de prendre un risque quelconque. Soit finalement, on lui demande de prendre un risque quelconque parce que des tiers investisseurs vont vouloir un paiement minimum qui sera payé par le consommateur. Et à ce moment-là, je pense qu'il faut des garanties. Et il y a certains montants de garanties qui sont donnés. C'est un peu les deux modèles qu'on trouve. Mais le vôtre est plutôt le premier, c'est ça? Voilà, le nôtre est vraiment le premier où on va garantir et puis on va se partager. Après, on va se partager en quelque sorte les économies d'énergie, clairement. Mais on va investir et le consommateur final sera propriétaire à la fin du contrat de l'équipement en question. Ok, une question. Les C2E sont beaucoup décriés. Est-ce que vous pensez que les C2E fonctionnent bien dans la performance énergétique et que c'est un bon outil? Oui. Suis-je objectif? Oui aussi. Non, blague à part. Très clairement, le certificat d'économie d'énergie, c'est un vrai levier qui peut être totalement intégré au contrat de performance énergique puisque ça va améliorer le ROI du projet. Donc ça va amener un complément de rémunération supplémentaire et donc réduire la durée du CPE. D'accord. Et puis, dans un autre sens aussi, c'est aussi une certaine manière de garantir les économies d'énergie au bout. Si on est sur une opération standard, c'est un forfait, donc je ne vais pas en discuter. Mais si on est sur une opération spécifique où on a du mesurage une fois les travaux réalisés, il y a comme un CPE, on va respecter un protocole IPMVP et on va venir constater les réelles économies réalisées par cet investissement. Donc clairement, les mégawattheures ou les gigawattheures CUMAC qui dépendront de ce projet, donc C2E, eh bien, et la valorisation qui sont en fait seront intégrées directement au CPE. Et donc là, on constatera par les chiffres, par le compteur, tout simplement par les économies, par les mégawattheures économisés, la réalité en fait des économies. Enfin voilà, c'est les chiffres qui parlent en fait, tout simplement. Donc ça, c'est un vrai levier. Après, il y en a d'autres. Si on est sur un équipement qui consomme de l'électricité, je vais prendre par exemple une chaudière électrique. Eh bien cette chaudière électrique, on peut faire un CPE dessus aussi. On peut faire du C2E en opération spécifique grâce maintenant à l'application de l'EFI. Okay, donc ça va améliorer le ROI parce qu'on va intégrer la valeur du C2E dedans. Et en plus de ça, cet actif, on peut même le flexibiliser. Alors on va parler d'un sujet autre chose, mais c'est en lien aussi avec l'énergie management. C'est optimiser, enfin en tout cas faire consommer au bon moment la chaudière électrique. Et lorsqu'elle ne consomme pas, ou si elle a la capacité de sous-consommer ponctuellement, c'est de valoriser en fait cette valeur capacitaire sur le réseau électrique. Et ça a de la valeur. C'est ce qu'on appelle l'effacement. Voilà. Et ça aussi, c'est pas tous les opérateurs qui peuvent le faire, c'est ce qu'on appelle des agrégateurs. Acciona Energia, nous sommes aussi agrégateurs. Donc ça apporte aussi de la valeur et ça améliore le ROI et donc la performance aussi énergétique du site, clairement. Et le coût.
Oui, alors c'est vrai qu'on parlait des budgets, c'est-à-dire, comme vous évoquez ça, il y a les énergies renouvelables, évidemment, qui sont moins soutenues qu'avant. Donc, on arrive vers des marchés privés, des corporate PPA, et les corporate PPA se développent fortement avec des outils de flexibilité. Donc, ce qu'on connaît dans la flexibilité, c'est les batteries, une première chose, mais il y a également tous ces outils, ces logiciels, et les agrégateurs sont en train de déployer massivement actuellement leurs offres de flexibilité. Est-ce que vous travaillez? Alors, c'est une question qui s'applique aux trois. Je vous laisse réagir comme vous le souhaitez. Je vais commencer si tu veux. Donc là, pour les PPA, typiquement, nous aussi, ça nous intéresse. Pour revenir au scope 2, l'optimisation énergétique est quelque chose qui nous permet de réduire fortement le scope 2. Mais pour réduire l'impact global, on a besoin d'énergie décarbonée. On a de la chance en France, on a le nucléaire. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. On est implanté, comme je vous le disais, dans pas mal de pays. Les PPA nous permettent de réduire cet impact-là. En France, on a signé 100 MW de PPA pour début de l'année dernière. En renouvelable. C'est l'éolien. Donc avec de WPD. Donc on sait les consommations qu'on va obtenir dans les quelques années avec la construction des data centers. Donc c'est là où on essaye d'anticiper cette partie-là. Et notamment avec l'AREN qui disparaît. On a besoin pour nous et nos clients d'avoir une stabilité au niveau des prix. Donc c'est à la fois scope 2 et à la fois stabilité des prix qu'on a besoin d'avoir. Même si là, le prix de l'énergie est en train de chuter actuellement. Temporairement, on va dire, probablement, mais à voir. En tout cas, ça c'est intéressant, vous parlez des PPA et les garanties d'origine dans tout ça. On est à 100% de garantie d'origine en France depuis 2016. On est à 96% sur tout Equinix. Voilà. On l'est depuis toujours. Après le PPA, on va dire c'est l'étape, le next step pour cette partie-là. C'est de créer et non pas d'acheter des PPA qui sont des GAFAM l'avaient fait. C'était on achète des PPA sur d'autres pays. Nous, on essaie d'avoir des PPA qui sont dans le pays où on est implanté. Et Anne-Sonia, Sébastien, vous voulez réagir à cette question Moi, rapidement, c'est pas des stratégies que Kenji met forcément en place. Alors, pas sur mon site, ça c'est une certitude. Après, sur certains d'autres sites et d'autres contrats, on évoque de temps en temps les stratégies d'effacement, mais pour l'instant, on va pas plus loin. Moi, c'est plus le focus sur la partie autoconsommation. Déjà, on améliore, on économise l'énergie parce que le mégawattheure non consommé, c'est le moins cher. On va améliorer la performance et puis une fois qu'on maîtrise sa consommation, on va pouvoir sur site mettre de l'autoconsommation. Et puis cet investissement lié à l'autoconsommation, on va essayer de le rentabiliser en mettant une batterie bien isomètre et en profitant des mécanismes de valorisation, de flexibilité pour rentabiliser cet investissement lorsque on n'est pas dans une autoconsommation à 100% et la production va permettre de remplir, de compléter, de charger la batterie et puis au moment où si on n'a pas besoin de cette électricité et que le PV ne produit pas, eh bien la batterie va répondre au service système. Alors, merci beaucoup pour vos réponses. Comme il reste quelques minutes, je m'adresse à la salle. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions à poser? Le micro arrive. Merci beaucoup. Cédric Berthoud, société Flower, basée en Suède. Une question pour vous, Thibaut. Parce qu'on a eu une mention pour la solution d'effacement. La solution d'effacement, c'est possible aussi pour les data centers. On va dire que ça va dépendre des clients, mais est-ce que c'est quelque chose que vous incorporez dans votre optimisation, dans votre modélisation pour l'optimisation énergétique? Absolument pas. On ne contrôle pas forcément, comme je vous le disais, on a 100 clients par exemple, on ne contrôle pas ce que les clients vont consommer. Nous, on va plus réagir sur comment optimiser la production de froid. Ce qui veut dire que si on fait de l'effacement, soit on passe sur un onduleur, donc UPS, ce qui est la limite pour les clients, donc c'est pas du tout accepté au niveau contractuel, et ça crée un risque, ou soit on passe sur groupe électrogène. Sauf que pour l'environnement, il n'y a aucun intérêt de le faire. Donc c'est pour ça que pour les data centers, c'est pas du tout un sujet actuellement. Voilà. Autre question de la salle? Il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes. On a 5 minutes, donc n'hésitez pas, interrogez-le. Oui.
Ces questions, c'est Francisco Sorieta, Société APA. Et pour Thibaut, et normalement, moi, je fais beaucoup d'inspections et contrôles. Et les moments qu'on va dans un data center ou un site industriel des logiciels, des fournitures, des data, on se trouve que jamais on a une valeur définie sur une norme de quelle température il devrait avoir les data centers. Est-ce que vous, pour dimensionner ça, on a quelque chose? On l'a donc sur... Non, je l'ai pas ici. On a ce qu'on appelle l'HRE, donc c'est une norme qui nous donne des températures, donc des ranges, des plages pardon, de température. C'est 18-27, ce qu'on a actuellement dans la majorité des data centers. Donc c'est les WAN R. Et depuis fin 2023, Equinix a signé pour pousser les températures à des valeurs plus élevées. Donc c'est les WAN E. Et WAN E, c'est 15-32. Donc 15, on écarte, c'est pas du tout notre intérêt. Donc on va plus aller chercher des températures autour de 30 degrés. Là, dans les anciens data centers, pareil, c'était des designs à 18 degrés. Le confinement nous a permis d'aller à des températures entre 22 et 24 degrés. Et les nouvelles technologies, c'est du 25 à 27 degrés. Plus on va monter en température en salle, plus on va avoir des températures élevées au niveau des régimes d'eau glacée, et donc on aura une capacité de free cooling. Donc là, nous, on essaie de pousser. Les Pays-Bas, le pays a imposé aux data centers de monter à 27 degrés. La France ne l'a pas encore fait pour ça. C'est ce qu'on essaie de pousser. On essaie de pousser une augmentation des températures. Mais actuellement, c'est le client. Donc on a des contrats pour chaque client, mais on est entre 18 et 27. Et les anciens data centers et des concurrents, ils peuvent être à 18 degrés parce qu'ils ne sont pas confinés. Donc déjà, c'est on confine, on monte les températures et après, on a des nouvelles technologies qui nous permettent d'augmenter. Et donc, un système de management de l'énergie, là, il pourrait complémenter justement pour savoir si les performances des data centers, il va bien accepter une température ou non. C'est ça, donc, on fait je crois que j'en ai vu ici, c'est ce qu'on appelle les jumeaux numériques. Donc on va modéliser pour optimiser, on va dire, l'emplacement des baies, des serveurs informatiques. Et on va essayer de modéliser, en fait, si on a un client qui a 200 kW et qu'il a des baies de 15 kW et des baies de 3 kW, on va essayer d'optimiser cette partie-là pour éviter des points chauds. Et si on n'a pas de points chauds, on peut augmenter les températures plus facilement. Et ça permet, on a en interne, on le fait. Je sais qu'il y a des entreprises qui le font pour d'autres data centers. Mais c'est voilà, les jumeaux numériques, c'est le b.a.-ba pour aller dans cette logique-là, en fait. Ok, merci. Autre question? Sinon, je profiterai des 2 minutes qui me restent pour interroger mon panel. Et étant donné que la plateforme verte, c'est une association qui travaille pour vraiment favoriser la transition énergétique, on essaye aussi de proposer un certain nombre de choses dans le cadre de politiques publiques. Pour vous, pour favoriser votre secteur d'activité aujourd'hui, qu'est-ce qu'il manque au plan public ? Alors c'est peut-être pas une question facile, est-ce que vous avez des idées ou est-ce que vous pensez que finalement les outils sont là, la technologie, l'ingénierie, voilà, question ouverte. Ah ouais, question piège. Question piège. Oui. T'as la réponse? Oui. Sur la partie récupération de chaleur. Récupération de chaleur. On a la DE, le ED qui vient de sortir. Ça impose notamment aux data centers de faire de la récupération de chaleur. C'est bien gentil, mais pour un data center, notre priorité, nous, c'est de maintenir nos clients dans des conditions optimales. Et la récupération de chaleur, c'est ce qu'on appelle la chaleur fatale. Donc initialement, c'était un déchet. Si on n'a pas d'entreprises qui sont dédiées à ça, donc c'est là où on travaille avec notamment Engie pour le réaliser. Si on n'a pas d'utilisateurs finaux sur ça, on ne va pas pouvoir le déployer. Donc c'est vraiment les sujets, c'est comment déployer cette solution avec l'État qui impose aux data centers de le faire, mais ce n'est pas les data centers qui sont acteurs ou qui sont experts sur une récupération de chaleur.
C'est là où on doit s'interfacer avec d'autres entreprises et notamment aussi la région. Donc c'est ce qu'on a fait pour PA10 par exemple. Mais les solutions techniques existent, puisque maintenant on peut récupérer de la chaleur fatale pour la transformer en électricité. Mais ça existe, mais il faut on a des températures interfaces. basses. Comme je le disais, on est encore avec des sites qui ont 20 degrés de température de retour. C'est trop froid. Ça marche pas, il n'y a pas de technologie qui fonctionne et c'est trop bas aussi pour créer de l'électricité. Donc voilà, il y a des limitations sur certains bâtiments actuellement. Je suis d'accord, il y a des technologies qui existent. Après, il faut créer de l'incitation et de la visibilité pour donner envie, ou en tout cas inciter en fait naturellement le consommateur final à investir dans ces solutions-là. Donc visibilité aussi sur les dispositifs, tout ce qui tourne autour du coût de l'énergie. Finalement, dès qu'on va toucher au portefeuille du consommateur final, c'est là où ça va s'activer. Si le prix de l'énergie est pas cher, tout va bien, je vais pas faire d'efforts. Et puis ça va être seulement voilà, une communication ou parce qu'on veut greenwasher, quoi. Donc voilà, donc ça c'est important, le prix de l'énergie, donner la visibilité sur des changements ou pas, mais en tout cas acter des changements, que ce soit gaz, élec. Et puis après sur les incitations aussi, donner de la visibilité sur les dispositifs qui existent. On avait des bons leviers liés à la décarbonation. On avait de la visibilité sur les différents guichets. Aujourd'hui, on n'en a plus. Voilà, il y en a un qui passe. On ne sait pas quand est-ce qu'aura lieu le prochain. Sur le dispositif typiquement des C2E, la P6, oui, quand est-ce que ça commence et sous quel contexte. Voilà, c'est à nouveau de la visibilité parce que pour investir, c'est ça. Mais les outils, on les a. Les leviers, on les a. C'est donner la visibilité, simplement. Eh ben, merci à tous les trois. Merci au panel qu'on peut applaudir pour vos interventions et vos travaux. Merci beaucoup.